Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Dans cet épisode, je reçois Chloé. Chloé a eu déjà 14 cicatrices dues à son endométriose sévère et a eu 2 césariennes pour ses 2 enfants. Sa laparotomie dont elle nous parle aujourd'hui est due à une complication grave d'une de ses cœlioscopies et son pronostic vital a été engagé. Il est important à toutes les femmes qui ont un parcours de soins lourd ou qui ont une cicatrice ou qui vivent avec plusieurs cicatrices ou vont se faire opérer d'écouter cet épisode. Parce que Chloé fait preuve d'une résilience exceptionnelle, parce qu'elle donne des conseils sur comment se relever et tenir bon quand on a cicatrice sur cicatrice, opération sur opération, comment gérer son quotidien, surtout quand on est déjà maman, comment gérer sa vie professionnelle, comment maintenir le dialogue avec l'équipe soignante quand on est au bord de la rupture, surtout quand on a été autant opéré et qu'on connaît aussi bien son corps et ses traitements. Donc je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à contacter Chloé si vous avez la moindre question. Merci à Chloé pour son témoignage. Belle écoute. Bonjour Chloé, bienvenue sur le podcast La Voix des femmes résilientes. Bonjour Audrey, merci de me recevoir. Alors, je sais que tu as plusieurs cicatrices. De Oui. quelle cicatrice tu veux nous parler aujourd'hui? Ou est-ce que tu veux dire un mot d'ailleurs sur ton parcours et toutes tes cicatrices? Alors quand tu m'as demandé si je voulais participer au podcast et de quelle cicatrice je voulais parler, je me suis dit c'est vrai que j'en ai beaucoup. Alors de quelle cicatrice je vais parler? Est-ce que je vais parler de mes césariennes ou de d'autres laparotomies? J'avais aussi une cicatrice de stomie. Mais en fait, j'ai décidé de te parler de ma cicatrice d'une laparotomie que j'ai eue verticale. Alors, il faut savoir que j'ai de l'endométriose et j'ai été opérée beaucoup de fois. Donc, des cicatrices, j'en ai beaucoup. Et comme on avait déjà échangé, tu le savais. Mais je vais te parler de cette cicatrice-là. C'est une cicatrice qui est verticale, qui part d'au-dessus du nombril jusqu'au pubis. D'accord. Voilà. Et donc voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément, les laparotomies, c'est donc les cicatrices qui sont verticales au milieu du ventre. Alors, c'est pas que vertical. Tu peux avoir des laparotomies horizontales. Par exemple, la césarienne, c'est une laparotomie. C'est à partir du moment où tu ouvres le ventre, la laparotomie. Ouais, Donc, d'accord. Mais horizontale, verticale. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de verticale parce que ça se remet mieux, parce que c'est dans le sens de la peau. Enfin, c'est plutôt horizontal. Enfin, on fait comme on peut, en fait. Mais là, c'est vertical. C'est genre, on a ouvert le ventre de haut en bas. Et combien de centimètres elle fait ta cicatrice? Elle fait 18 centimètres. Voilà. Non, mais c'est pour que les gens se rendent compte et tu vois, se rendent compte de quoi on parle. J'avais 30, je crois, 30 ou 35. Je sais plus. 30 ou 35 agrafes? Ouais. Du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu dans quel contexte tu as eu cette cicatrice? Oui, alors en fait, le 4 janvier 2021, je repasse pour la énième fois au bloc opératoire pour mon endométriose parce que j'ai une endométriose qui est très sévère et qui récidive très vite. Et là, en fait, ça faisait plusieurs mois que j'étais très mal. Je me suis mis plusieurs fois en occlusion, c'est passé, mais de justesse. Et en fait, j'avais une lésion d'endométriose sur le cécum, donc c'est au niveau de l'iléon cécal, c'est entre l'intestin grêle et le côlon droit. Pour te donner un peu une idée, c'est là où il y a l'appendice. Ouais. Donc moi, j'avais plus cet appendice, mais j'avais une lésion d'endométriose à cet endroit-là et qui rétrécissait vraiment beaucoup le passage. Donc on a été obligé de me la retirer. Et en fait, c'était plus important que ce qu'on croyait. Donc on m'a même retiré un morceau de l'intestin grêle. On a fait une résection.
Tout s'est bien passé dans cette opération. 4 jours après, j'ai fait une petite hyperthermie, tu vois, à 38,2. J'étais pas très bien, j'avais mal au ventre, mais rien Mm. de dingue. Et c'est surtout, j'avais ma CRP, donc tu sais, c'est les protéines C réactives, donc qui marquent les marqueurs d'inflammation, qui étaient très bien parce que quand tu te fais opérer, ben, c'est un peu élevé, mais on contrôle tous les 2 jours que ça Mm. baisse. Donc tout baissait, tout allait bien. Et en fait, je crois que c'est 14 jours après, je venais, donc j'étais opérée à Bordeaux, moi j'habite à La Rochelle. Mon papa vient me chercher le vendredi soir chez moi, enfin chez mes grands-parents, parce que Et j'étais t'es chez... rentré chez toi, t'es été opéré, enfin pardon, excuse-moi, t'as été hospitalisé combien de temps? En fait, j'étais hospitalisée 4 jours et ensuite j'avais une hospitalisation à domicile chez mes D'accord, grands-parents qui habitent à côté de la clinique à Bordeaux. d'accord. En fait, ils nous demandent de rester pas trop loin au cas où justement il y a une complication. Et ça dure une semaine, 5 jours. Et moi, je suis restée un petit peu plus parce que j'avais cette hyperthermie. Donc, on m'a dit si vous pouvez prolonger un peu. Donc, au final, je suis restée presque 7-8 jours chez mes grands-parents. Et en fait, le vendredi soir, mon papa vient me chercher. Tout allait bien. Le samedi, je retrouve mes enfants. Ça faisait presque 15 jours que je ne les avais pas vus. Enfin, j'étais trop contente. Tout allait bien. Et en fait, dans la soirée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ben, j'ai commencé à avoir très très mal, mais d'un coup. En fait, j'ai eu mal d'un coup. Vraiment, une douleur très violente, comme si on m'avait un peu poignardée, tu vois. Bon, j'ai jamais été poignardée, mais pour te donner une idée, Ouais. très très fort, très aigu. Bon, comme j'avais beaucoup de douleurs comme ça, je me suis dit, bon, c'est possible, ça arrive, des fois ça m'arrive, donc je me suis remise sur le canapé. Mes enfants n'étaient pas couchés, donc j'ai pris beaucoup sur moi pendant bien une demi-heure, tu vois. Je disais au papa de mes enfants, écoute, ça va pas, va aller coucher, s'il te plaît. Donc il va aller coucher parce que je sentais, j'avais un pressentiment que c'était plus grave que... Ouais, c'est juste des douleurs. Ouais, parce que juste, tu vois, quand j'effleurais ma peau, déjà, c'était très aigu. Et au bout d'un... Et c'était au niveau de ta cicatrice, de là où tu avais été opérée? Bah là, j'avais pas ma cicatrice parce que j'ai pas été opérée. J'étais aussi opérée en cilioscopie. Donc, c'était plutôt bah, la place de l'appendice, tu vois. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc oui, pour qu'on comprenne, quand ils t'ont opéré, ils t'ont fait cette opération, ils t'ont fait juste une petite cicatrice. Ouais, Euh, j'avais 4 petits points, des voilà, petites en cilioscopies. Ouais. sténoscopie. Voilà, c'est Ouais, ça. C'était pas encore ta laparotomie, non, justement. pas encore. Donc là, l'endroit où tu as mal, c'est au milieu du ventre, en fait. C'est où? Ouais, en bas à droite, plutôt à la place de l'appendice, tu vois. Mais ça Ah se oui, dit quand pas. même. Le cou, il vient là. D'accord. Et tu vois, je pouvais plus me toucher la hanche déjà. Tu vois, la peau, je supportais plus. J'étais obligée presque de retirer mon pantalon. Enfin, ça allait pas, quoi. Et en fait, bah, je dis à mon mari, écoute, ça va pas, il faut que tu appelles les pompiers. Donc, il me dit, ah, t'es sûre? Parce que, tu sais, comme on a un long parcours d'endométriose, des fois, il me dit, t'es sûre? Tu veux pas Mm. attendre un peu? Parce que, enfin, c'est pas qu'il voulait pas, mais il me dit, des fois, t'as des douleurs comme ça, tu prends un médicament, ça va mieux. Là, j'essaie de prendre un Accuplan, ça passe pas. Enfin, des médicaments, ça passe pas. Ça s'empire. Et donc, il appelle les pompiers. Et en fait, mon état sur la dernière demi-heure s'est dégradé très, très vite. Et pour te la faire courte, en fait, j'ai fait une rupture à l'intérieur. J'ai fait un abcès qu'on appelle kysté. Donc, en fait, il était dans une coque. C'est Il a d'accord. grossi, grossi. C'est aussi pour dire qu'il n'y avait aucun marqueur, tu vois. J'avais pas du tout de fièvre avant et j'avais pas du tout de CRP élevé. Ma CRP était quasiment normale, hein. Tu vois, une CRP normale, c'est en dessous de 5. Moi, j'avais une CRP à 12. Pour quelqu'un qui a été opéré 15 jours avant, c'est normal. Et elle continue de baisser tous les jours. Donc, rien ne pouvait prédire ce qui allait se passer, en fait. Et l'abcès kysté a pété Oh la vache. dans le ventre. Et avec une réouverture de la suture intestinale Donc interne. interne. Ouais. Moi, ils m'ont retiré un morceau. Et tu vois, comme les plombiers, bah, tu prends un tuyau, tu coupes un morceau de tuyau, tu réaccordes. Et ben, sur cette cicatrice, ben, ça a pété, quoi. Voilà, tu devais avoir tellement mal. Écoute, je crois que j'ai jamais vécu ça. Mes voisins m'en ont reparlé il n'y a pas longtemps parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé, mais c'était le soir tard. Et en fait, les voisins sont sortis tellement j'hurlais en fait quand ils m'ont monté dans le camion des pompiers. À un moment, je crois que j'ai un peu quitté mon corps et à me dire, mais pourquoi tu cries comme ça? Mais c'était animal, quoi. Je ne contrôlais pas. J'avais tellement mal que ça sortait de moi tout seul. C'était Mm. incontrôlable. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à l'hôpital du coup, parce que le transfert était très compliqué. Et arrivé à l'hôpital, ça a été très très vite. Ils m'ont mis beaucoup de morphine, mais je souffrais tellement. Je te dis, je criais, tu vois, j'ai tout de suite été placée en des chocs, hein, des chocages, ils m'ont pas du tout fait attendre, ça a été très vite, je me suis retrouvée Mm. très vite avec une équipe autour de moi.
Puis je voyais bien que mes constantes, elles étaient mauvaises et que je m'enfonçais tout le temps passé. Mais je restais quand même éveillée parce que il faisait tout pour que je reste éveillée, parce que j'ai quand même perdu connaissance 2 fois sur la douleur et de Ouais, par c'est ça ce que ça. j'allais te dire, de la douleur, ton corps il s'est éteint, quoi, et fait c'est mort. Ouais. Ouais, et puis tu sens, alors c'est la première fois de ma vie que je sens que, tu vois, je suis passée pas loin de grosses catastrophes, mais là, c'est la première fois où je me dis, je sais pas si je vais m'en sortir, quoi, parce que je sentais que c'était très grave et je sentais que je me vidais, en fait. Enfin, c'était une sensation très bizarre. Je sentais qu'intérieurement, j'étais en train de partir. Je sentais au fond de moi. C'était terrible. Et tu vois, je te dis, j'ai les larmes aux yeux, en fait. Je Oh. sentais vraiment que, tu vois, que si je fermais les yeux, je ne savais pas si j'allais pouvoir, si j'allais avoir l'énergie pour repartir, quoi. Je sentais et je criais. Et je me disais, mais arrête de crier parce que tu te vides de ton énergie en plus. Bref, mais tout était un calvaire. Dès que tu me touchais, dès qu'ils essayaient de me transférer pour faire le scanner en urgence, ils ont été obligés de me transférer très vite. C'était un calvaire. Je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Endormez-moi. Je leur dis, mais endormez-moi. J'ai jamais souffert comme ça. Et je peux te dire que j'ai souffert, mais Hmm. comme ça, jamais. Et là, je te le dis, aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup souffert, mais je pourrais pas te dire à quelle intensité, on m'en souviens pas. Je me souviens de cette Ah, douleur, tu vois, je sais que j'ai beaucoup souffert parce que ça m'a marqué. Je sais que j'ai beaucoup crié parce que ça a marqué et le père de mes enfants qui m'ont entendu et les gens qui m'ont pris en charge. Mais je me souviens pas de cette douleur, de l'intensité, tu vois, au fond de mon corps, en fait. Tu sais, c'est un peu ouais, comme quand tu accouches. Tu ouais, sais que tu as eu mal, mais au fur et à mesure des années, ben, ça s'estompe un peu, tu vois. Enfin, ouais, ouais, ouais. ton corps n'a pas en mémoire cette douleur. Et en fait, j'ai été réopérée. Enfin, on m'a tout de suite dit, bah, de toute façon, on vous repère et vous allez avoir une stomie, donc une poche de décharge, tu sais, pour les selles. Oui. Donc ça, c'était un gros coup dur pour moi parce que j'en avais déjà eu une, donc c'était difficile d'accepter ça pour Ouais, il moi. faut dire que pour la dignité et tout, c'est voilà, c'est compliqué de mettre une poche, surtout que tu es une jeune femme. Enfin, voilà, c'est. Et puis tu vois, je suis déjà passée par là, je sais ce que c'est une remise en continuité. Moi, ça a été très compliqué, j'avais beaucoup souffert, j'avais beaucoup de coliques et pendant longtemps. Enfin, de toute façon, je me suis dit, ma vie, elle est en jeu, donc j'ai pas le choix. Hmm. Ils ont quand même fait venir mes parents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été opérée dans la ville de La Rochelle et qu'à l'époque, il y avait un cluster de Covid, parce que c'était en pleine période Covid, on était encore tu sais, sous le couvre-feu à l'époque. Hmm. Et en fait, ils ont quand même appelé mes parents pour les faire venir. Parce qu'avant mon opération, et, ils avaient demandé aussi à mon mari, mais qui gardait les enfants, donc il ne Bah pouvait ouais. pas. Puis bon, je l'avais vu avant de partir, mais ils ont quand même fait venir mes parents. Et Et pourquoi, à ton avis, ils ont fait venir tes parents? Parce qu'ils avaient peur pour ta vie quand même? Ils se sont dit, c'est tellement grave, il faut qu'elle ait des proches, il faut qu'il y ait quelqu'un? ben, en fait, je sais plus, alors je peux plus te dire parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de morphine, hein. Ils m'ont passé 28 milligrammes, donc c'est énorme, en l'espace d'une heure. Enfin, c'est un truc de fou. Et de toute façon, ils n'arrivaient pas à me calmer. Donc, je me souviens avoir vu ma maman et elle m'a dit, écoute, on est quand même très, très inquiet et le médecin des urgences est très inquiet. Tu vas être opéré là. Tu vas être opéré. Donc, D'accord. enfin, là, tout de suite, enfin, très vite, quoi. Voilà. Et puis, il a dit à ma maman, en fait, c'est un pronostic vital engagé. C'est très grave. Donc, Oh là là. ok. Donc là, ensuite, ça a un peu traîné. Alors, je ne pourrais pas te dire pourquoi. C'est aujourd'hui, je suis en procédure un peu avec l'hôpital parce que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, parce que mon état s'est dégradé, du coup. J'ai attendu 2 heures, je crois. Donc, c'est très, très long, Deux hein. ou 12? Deux. Ouais, Deux. enfin, déjà, deux, c'est énorme s'il y a Et deux entre le moment où vous allez être opéré en urgence et on va le faire, tu vois. Donc, c'est 2 ou Bah 3 ouais, semaines, tu vois, ouais, c'est très, très long. ouais. Et surtout que je sentais que mon état s'aggravait vraiment. Tu vois, je me disais, mais pourquoi? Même ma mère ne comprenait pas. Ils l'ont fait sortir, donc elle a dû partir. Et ils m'ont monté dans un service. Et en fait, c'est les infirmières qui me voyaient, mais elles se disaient, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Enfin, Ouais. pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Et c'est l'anesthésiste qui a dû revenir pour me repasser encore de la morphine quand il m'a vue et qu'il a vu mes constantes. Non, mais il a dit non, mais et en fait, il a défait le lit et on est parti au bloc. Mais de toute Ah façon, bah, non, mais ça veut dire quoi? T'aurais pu décéder en vrai. je sais pas. Ouais, d'accord. Je sais Ok. pas. En fait, je te dis, je suis en procédure, donc D'accord, voilà. d'accord. Mm. En fait, moi aujourd'hui, je sais pas parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de problèmes de personnel. Il y avait c'était le Covid. C'était une nuit où il y a eu 3 urgences vitales. Ça, je l'ai appris sur la conciliation. Donc, en fait, pénurie de personnel. Donc, moi, je suis arrivée la dernière en urgence vitale. Donc, en gros, ben,
Mais en gros, c'est dans l'ordre d'arrivée. Il y avait déjà 2 personnes au bloc, donc ils n'avaient pas d'autre équipe. Donc, t'attends, quoi. T'attends. Et même si t'es en train de crever, t'attends, quoi. Donc, ouais, c'était Et tu avais compliqué. conscience, toi, tu étais sous morphine, mais tu sentais que ça prenait du temps, mais est-ce que tu avais conscience quand même du temps qui passait et enfin, quelque part du danger qui se rapproche, ou c'est plus a posteriori que tu t'en rends compte? Parce que ça Euh, doit être j'ai effrayant à vivre. j'ai pas vu le temps passer. Et puis, ils m'ont jamais laissé seule. La seule fois où j'ai pas eu un personnel soignant avec moi, c'était quand il y avait ma maman. Elles étaient toujours avec moi parce que ne dormez pas, ne vous endormez pas, ne fermez pas les yeux. Donc, t'as toujours quelqu'un avec toi, en fait. Hmm. Tu vois, j'avais tellement mal que je pense qu'elle n'était pas très tranquille de me laisser comme ça. Mais cette douleur, j'en pouvais plus. Tu vois, je pouvais même pas être allongée, en fait. Il m'avait surélevé les jambes. Je pouvais pas du tout être allongée correctement. Et tu vois, c'est quand je suis sortie du bloc, donc j'ai été opérée. J'ai plusieurs fois demandé à voir la chirurgienne qui allait m'opérer pour lui expliquer mon parcours. Parce que aussi, du coup, je te parle de faire très factuel, mais ça a été assez compliqué en fait. Avec l'équipe, les messages ne passaient pas. Par exemple, tu vois, j'avais une maladie de coagulation, je leur ai dit, je leur ai fourni mon dossier. Tu vois, mon mari, il a fait ça bien, il leur avait donné tout mon dossier opératoire et aussi mes maladies de coagulation. Et je leur ai dit, il faut appeler il y a un numéro d'astreinte, il faut appeler pour savoir quel protocole faire avant la chirurgie. Et en fait, ils ne l'ont pas fait, elle n'a jamais été au courant. Elle a été au courant parce qu'elle a reçu un compte rendu opératoire de mon médecin traitant 2 mois après. Ouais. Donc, en fait, ils m'ont opéré en plus sans ce protocole. Donc, ça va que, comme j'avais des médicaments, j'étais sous anticoagulant encore de mon opération. Ah oui, Ça va que, tu vois, ça m'a un peu protégée d'une hémorragie, en fait. C'est ça, tu vois, j'étais encore, tu sais, après la césarienne, on fait des piqûres d'anticoagulants. Ben, moi, j'étais encore sous ces piqûres-là. hmm. Donc, heureusement. Mais il y a plein de choses qui se sont pas bien passées. J'ai demandé à voir cette chirurgienne plein de fois. Et en fait, je l'ai pas vue. J'ai pas pu la voir. Que tu dis plein de fois après ton opération, Non, non, depuis. avant. Avant. Ah non, avant. Ah oui, avant pour pouvoir la briefer. Mais j'aurais dit, voilà, moi, j'ai pas une petite endométriose. Là, vous allez m'opérer pour la 14e fois. Enfin, on rentre pas comme ça dans mon ventre. Enfin, voilà, il faut faire hyper Il y attention. a des adhérences. Il y a des adhérences, on n'y va pas comme ça. Je suis assez touchée. Il y a encore l'endométriose, je le sais. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai pas pu la voir et ils m'ont endormie avant qu'elle arrive au bloc, en fait. Et ça devait être effrayant parce que tu souffres, tu es plus ou moins seul, t'as peur, et en plus, tu dois prendre sur toi pour briefer l'équipe, et en Ouais. fait, tu peux même pas le faire, ils t'endorment avant, tu devais être en stress. Ben, j'aurais dit, en fait, j'ai essayé de donner toutes mes consignes, mais en fait, je me rends compte que j'étais très dispersée. Et tu vois, il y a une dame quand à la conciliation qui m'a dit, mais non, vous n'avez pas parlé aux mêmes personnes, mais tout le monde, en fait, il faut que tu imagines, tout le monde est masqué avec la Charlotte. Moi, je suis complètement défoncée par les médicaments. Et en fait, a priori, j'aurais pas dit les mêmes choses. Pour moi, j'avais raconté mon histoire à la même personne, mais a priori, c'était pas les mêmes. Parce qu'il y avait 2 personnes qui s'étaient croisées, bref. Mais ça, tu vois, en fait, quand je suis arrivée au bloc, j'étais à bout de force. J'attendais. D'ailleurs, tu vois, ils m'ont endormie même avant de me déplacer. En fait, ils m'ont endormie. J'étais même pas sur le lit, sur la table d'opération. Ils m'ont endormie dans mon lit, dans le brancard qui me transportait. L'anesthésiste, il a dit on arrête les frères, on l'endort là maintenant parce qu'elle n'en peut plus. Et ils m'ont transféré après. Ils m'ont préparé après pour le bloc. Je dormais déjà, tu vois. Ils ont tout fait dans le lit en fait parce que moi, j'en pouvais plus. J'étais au bout. Ouais, d'où le fait que t'as pas vu la chirurgienne, du coup. Ouais, voilà. Donc, D'accord. de toute façon, tu vois, sur la conciliation, donc ça, c'est ce que je sais, et c'est ce qui est voilà, établi, c'est que de toute façon, je ne l'aurais pas vu. Ce n'était pas prévu. Parce que D'accord. c'est pas une obligation en France que le chirurgien vienne te voir avant l'opération, même si c'est ta demande. D'accord. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Et donc, mon réveil, il s'est passé en 2 temps. Déjà, j'ouvre les yeux et je suis soulagée parce que j'ai cette douleur qui est beaucoup moins forte. Tu vois, je me dis, ouf, Ouais. ouf, quoi. J'avais qu'une peur, c'est de me réveiller avec cette douleur très aiguë. Et en fait, non, j'ai plus mal, quoi. Je me dis, waouh, ça fait du bien. Et en fait, la première chose que je fais, c'est comme on m'a annoncé que j'allais avoir une stomie, en fait, je touche mon ventre au niveau en bas à droite, là où devait être la stomie, et je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je me dis, waouh, trop cool. Ah, Et tu en dis, il n'y fait, a pas de poche. ouais, il n'y a pas de poche. Je me suis Hmm. dit, génial, trop bien, franchement, ils ont géré et tout. Et en fait, je décale ma main et l'infirmière me la prend.
Et je lui dis, non, non, mais... Et elle me dit, non, mais en fait, on vous a fait on n'a pas eu le choix, on vous a fait une laparotomie. Et tu vois, j'ai un moment de... Je me dis, attends. Considération. Ouais, en fait, je me dis, attends, non, c'est pas possible. Enfin, en France, on ne fait plus des choses comme ça, c'est improbable. Et là, je touche mon ventre et en fait, je vois la longueur du pansement et je me dis, elle m'a découpé comme un animal de haut en bas. Oh là là. Et là, la désillusion. Et là, je crois que j'ai pleuré. Il faut savoir que je suis pas très sympa en réveil de bloc. Je suis pas toujours très polie et tout. Pourtant, dans la vie, je suis. Mais là, j'ai été très, très en colère parce que bah, il y a plein de choses que je peux pas te révéler aujourd'hui, mais ma prise en charge a été très compliquée et assez violente de la part d'un interne surtout. Tu vois, j'ai eu des examens non consentis, etc. Donc ça, c'était avéré, ça a été confirmé en plus, sauf que comme c'était un médecin étranger, ben, il est reparti dans son pays, donc il n'a été puni de rien. Donc, tu vois, voilà. Donc ça, ils le savent à l'hôpital. J'ai eu le droit à des plates d'excuses, mais c'est tout. Donc, tu vois, toute ma prise en charge déjà était compliquée, latente. Et donc, j'étais déjà en colère. Je savais que c'était pas normal. Et là, je me réveille avec ça. Et je dis de toute façon, je dis à l'équipe, de toute façon, vous avez fait un travail de merde. Et en fait, ils n'ont pas du tout. Mais ça, je m'en souviens pas. Plein de personnes m'ont dit, donc je me dis que j'ai dû le dire. Et comme j'ai dit la conciliation, bah, effectivement, j'ai pu le dire parce que c'est ce que je pense. Donc oui, effectivement, sous l'effet du choc, de l'opération, des produits, oui, c'est quelque chose qui a pu m'échapper en effet. Et ils n'ont pas du tout apprécié. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, j'ai été remontée en chambre. Donc avec cette grosse cicatrice, j'avais aussi un drain, enfin, c'était compliqué. Et, et aussi, il m'avait posé une sonde nasogastrique contre mon gré, enfin, contre mon accord, parce qu'ils avaient déjà essayé de me la poser avant de m'endormir. Mais il faut savoir que c'est difficile à poser, tu vois. C'est très douloureux et que moi, je me suis débattue. Je ne voulais pas qu'on me la pose, j'étais à bout déjà. Donc, ils m'ont posé. Et pourquoi il voulait te poser ça? C'était quoi l'intérêt? Ben, en fait, selon mon spécialiste à Bordeaux, il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est parce que c'est un protocole. En fait, Ah dans les oui. hôpitaux, ils ont des protocoles. Donc, ben, en fait, en gros, tu as ça, la case dit qu'il faut que tu fasses ça, donc on fait ça. Voilà. Et du coup, cette sonde, ben, je l'ai retirée toute seule parce elle était insupportable pour moi. Donc, je l'ai retirée parce que j'ai demandé plusieurs fois à ce qu'on me la retire. Ils n'ont pas voulu, donc je l'ai fait de moi-même. Oh mon Dieu, ça devait être quelque chose. Ben, en fait, j'ai appelé un ami qui est médecin et il m'a dit, mais ça ne me sert à rien, que je connais, qui travaille un peu dans l'endométriose. Et il me dit, mais ça ne sert à rien, tu n'en as pas. Il me dit, franchement, je dis, j'ai envie de la retirer? Il m'a dit, ben, moi, à ta place, enfin, tu ne le dis pas, mais en gros, moi, à ta place, j'aurais fait ça, j'aurais retiré moi-même. Et je dis, mais parce que tu sais, sur la sonde urinaire, tu as un petit ballonnet qui fait que tu ne peux pas la retirer. Donc, je lui dis, est-ce que dans la sonde qui va dans l'estomac, tu as un petit ballonnet? Il me dit, non, non, tu n'as rien, tu as juste un tuyau, tu as juste à tirer dessus, ça fait pas mal. Donc, je t'avoue que j'ai envoyé 2 petites pompes de morphine avant de le faire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'avais peur. Et du coup, je l'ai fait, je l'ai retiré. Et voilà. Et puis, en fait, quelques heures après ça, j'ai demandé à avoir ma cicatrice. Et c'était pire que ce que j'imaginais. Pire. Parce que C'est-à-dire d'enlever le pansement, t'as demandé à ce qu'il retire le pansement pour voir? ben, je voulais voir, en fait, la laparotomie. Donc, moi, j'imaginais quelque chose de très droit et très propre. Mm. Et en fait, pas du tout. Elle m'a saccagée. C'est-à-dire que je ne sais pas si un jour tu vois la photo ou je peux te l'envoyer, mais la cicatrice n'était même pas droite. Ça faisait une sorte de virgule sur mon ventre. Enfin, ça n'avait pas de sens. Elle partait très sur la droite. J'ai été agrafée n'importe comment. En fait, elle avait refait un repli de peau. Tu vois, donc 15 jours après, quand on l'a défait, ben, la peau, ben, ça faisait un trou. Enfin, quand je l'ai vue, je me suis effondrée et là, tu vois, j'ai pleuré j'ai fait que pleurer. En fait, enfin, j'avais pas la force de pleurer, tu vois, j'avais juste les larmes qui coulaient tu vois, j'avais plus envie de parler à personne. Déjà, j'étais toute seule parce que c'était le Covid, donc il n'y avait Oh là là, bah oui, bien sûr. Bah oui. aucune visite. Ils ont même pas laissé rentrer le père de mes enfants pour déposer mes affaires. Tu vois, c'est dur. Ah la Parce que vache. tu sais qu'il est dans le couloir, mais il n'a pas le droit de venir. Oh la vache. Donc ça, c'est très dur. Tu vois, tu dis, après tout ce que tu as vécu, franchement, le Covid, on s'en fout un peu, quoi. En plus, il avait dit, moi, je fais un test PCR. Enfin, Mm. moi, je me teste, je viens. Non, 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 il ne voulait pas. Personne dans le service pouvait venir.
Donc, bon. Du coup, ça a été la désillusion. Ça a été tellement dur. Et en fait, après, j'ai été transférée dans un autre hôpital sur Bordeaux. Ils m'ont récupérée et je suis restée là-bas 15 jours. Ça a été compliqué parce que j'avais une infection généralisée, donc ils ont dû me poser une voie centrale, tu sais, un cathéter dans la jugulaire, là. Mm. Enfin, plein de choses et je me rappellerai toute ma vie de la tête de l'équipe quand ils ont vu l'état de mon ventre. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible qu'on vous ait fait un truc pareil. Ah ouais, déjà là-bas, l'équipe, elle est choquée de Choquée, l'état, de la manière dont tu as été opérée. choquée. Donc, tu vois, c'est difficile parce que tu te dis, moi j'avais vraiment l'impression qu'on me punissait de quelque chose. J'avais vraiment l'impression qu'on avait fait exprès de me faire du mal. Enfin, c'est vraiment ce que je pense encore aujourd'hui. Tu vois, vu comme j'étais recousue, je me dis, ça peut pas être une femme qui a donné le meilleur d'elle-même pour dire, OK, ben, moi je sais pas faire autrement. Donc, j'ai fait en laparotomie, mais au moins, je lui fais une belle cicatrice. Au moins, j'essaie de faire les choses bien, tu vois. Mm. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont. Alors, je sais même pas si c'est elle qui m'a recousu, hein. Tu vois, en fait, on sait pas En fait, on sait qui opère, mais au bloc, souvent, c'est les internes qui referment. Là, je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Je le saurai avec l'expertise, mais là, pour le moment, j'ignore. Et je me suis dit, la personne qui m'a fait ça, au fond de moi, elle m'en veut de quelque chose. Enfin, ou je Mm. suis punie de quelque chose. Donc, c'était très dur. Et en fait, je te dis, c'était ma 14e opération. Je suis passée par des choses très difficiles. J'ai eu une hystérectomie en 2018. C'était pas prévu, je l'ai appris à mon réveil. Donc, je te laisse imaginer, c'est quand on te retire l'utérus, tu vois. Donc, à 28 ans, c'est un peu dur. Et T'avais, ben, ouais, ouais. et T'avais ben là, été, t'avais déjà eu tes cicatrices d'endométriose, t'avais eu 7 laparotomies, t'as eu 2 césariennes, et ouais. ensuite t'as eu une hystérectomie, et du fait de quoi alors? Hystérectomie, c'était pour l'endométriose parce qu'en fait, Ah oui. l'endométriose était très malade. Donc, mais bon, quand tu l'apprends au réveil, c'est quand même un choc. Attends, Là, excuse-moi, je voudrais juste revenir en arrière justement sur le côté prise en charge. Donc, tu n'avais pas vu ta chirurgienne qui t'a opéré si proprement, mais est-ce que tu l'as vue au réveil? Est-ce que tu as eu une non. équipe qui est venue au Non, réveil non. t'expliquer pourquoi tu avais eu une laparotomie et pourquoi tu n'avais pas eu juste une celluloscopie ou stomie ou poche? Pourquoi ils avaient fait une laparo justement Non. En fait, je l'ai vu le lendemain. le Tu vois, lendemain? enfin, du coup, j'ai été opérée dans la nuit, donc enfin, la même journée, mais l'après-midi, le soir, en fait, je l'ai vue. Elle est venue. Et elle te l'a expliqué comment elle? Ça s'est hyper mal passé. C'est la dernière fois de ma vie que je l'ai vue, cette femme, et ça s'est très mal passé. Elle D'accord. m'a dit, j'avais pas le choix, j'ai fait au mieux, puis de toute façon, je vous ai sauvé la vie, et puis elle me dit, et en fait, il y avait ma mère, ils ont essayé de rentrer ma mère, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour te faire l'affaire courte, en fait, il paraît que j'étais en rupture avec l'équipe. Parce que ça se passait relativement mal, parce que tu vois, j'ai été opérée plein de fois, donc je savais ce qu'il me fallait. Enfin, c'est-à-dire, truc bête, mais moi, à cause de mon endométriose, ben, je ne peux pas rester avec une sonde urinaire longtemps, parce que sinon, après, je suis obligée de me sonder pendant 6 mois, tu vois, parce que j'ai des Mm, problèmes de dysurie. mm. Et donc, je leur disais, mais non, il ne faut pas faire comme ça. Enfin, de par ma maladie, ben, moi, enfin, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ma mère vient déposer des affaires et elle tombe sur une amie à elle qui était dans le service, qui dit mais qu'est-ce que tu viens voir? Enfin, c'est pour qui les affaires? Elle dit bah, c'est pour ma fille. Et là, elle fait le. Et là, en fait, elle repense, elle dit mais parce qu'elle se disait qu'elle m'avait déjà vu quelque part. Elle dit mais celle de la 200 et quelques, c'est ta fille? Et ma mère lui dit oui. Elle dit bah, il faut que tu viennes parce que ça se passe pas bien du tout avec l'équipe. Alors, il faut savoir que c'est marrant, comme quoi la perception est très différente. C'est que moi, j'ai pas du tout l'impression d'être en rupture avec l'équipe, hein. Quand ma mère m'a dit j'ai été convoquée par l'interne et par le médecin pour ton comportement. Mais je dis, quel comportement en fait? Je trouvais ça fou. Et donc l'équipe a demandé à ma mère de me calmer, pour te dire. Mais j'ai pas été agressive ou quoi que ce soit, hein. C'est que je leur disais juste quoi faire par rapport à ma maladie. C'est fou qu'il n'y ait pas de protocole qui te suive dans ces cas-là, un protocole qui explique que justement, bah, on doit, pour la sonde urinaire, que le protocole sera celui-ci, etc., qu'il n'y ait pas un protocole adapté et que, bah, que ce soit dans ton dossier pour qu'ils Oui, tu puissent. vois, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et puis parce que là, en fait, comme c'est en urgence, ils n'ont pas mon dossier complet. Ah Et ouais. en fait, les chirurgiens qui m'ont opéré ont essayé de joindre la chirurgienne. Donc les chirurgiens de Bordeaux qui m'ont opéré la première fois ont essayé de la contacter le dimanche parce qu'ils ont essayé de l'appeler plein de fois. Et elle ne les a jamais rappelés. D'accord. Parce qu'elle a même bloqué mon transfert pendant 48 heures. Tu vois, eux, ils voulaient que je sois transférée de suite. Elle a mis son veto. Elle a dit non.
Et donc, du coup, ok, donc elle est venue te voir, ça s'est mal passé, etc. En fait, ça s'est mal passé pour plusieurs choses parce qu'en fait, déjà, elle a dit à mes parents qu'elle avait fait de la parotomie parce que j'avais trop de gras sur le ventre. Ah. Mm. Comme Alors, quoi, moi, je vois Chloé en face de moi. Quand bien c'est- même elle serait obèse, déjà, c'est pas bon. On peut voilà. comprendre, En tu gros, vois. elle m'a dit, vous avez ça de gras. Donc, elle me fait ça déjà. Donc là, la cellule, c'était mort. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, tu vois, j'ai perdu du poids, mais à l'époque, je devais peut-être faire 75 kilos je suis 1m67. Donc, je suis ronde, mais enfin, j'étais ronde, mais je ne suis pas demande visiter. Mais quand bien même, en fait, enfin, tu C'est ce n'as que pas. j'allais dire, c'est ça. Voilà. Déjà, il y a des façons de dire. Et puis, c'est bien beau de toujours mettre l'histoire du poids sur la table. T'es pas la première femme à qui on dit on vous ouvre parce que, et que c'est pas, au final, c'est pas si avéré que ça, tu vois. Et c'est hyper violent d'entendre ça. Alors, tu vois, moi, du coup, enfin, comme je travaille un peu dans ces milieux-là, je sais pourquoi des fois c'est difficile avec le poids. C'est quand les cystoscopies sont longues, en fait, on met la table en arrière et en fait, on gonfle beaucoup le Ouais, ventre. ouais. En fait, comme il y a du poids dans le ventre, mais ça, c'est vrai, hein, c'est pas du tout pour être grossophobe ou quoi que ce soit, c'est une manière technique. On est obligé de beaucoup gonfler le ventre parce que c'est lourd, du coup. Sauf que ce gaz appuie beaucoup sur les poumons et qu'en parallèle, on t'envoie dans les poumons pour qu'ils restent un peu gonflés. Donc, des fois, ben, au niveau de la tension, ça se passe pas très bien, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est dans des cas, enfin, c'est dans des cas d'obésité. Et puis, de toute façon, les femmes, elles sont au courant, c'est prévu, c'est pas du tout de la grossophobie, c'est juste un protocole qui est différent, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça. Mais tout ça, on leur en parle avant. Tu vois, on leur dit, Oui, c'est ça. C'est voilà, pas je t'ai ouvert le ventre en deux parce que tu as 2 cm de gras en trop, quoi. Parce que ce que tu voilà. montres avec les doigts, c'est ça, quoi. L'autre te dit, tu as 5 cm. Et même les personnes en surpoids ou dans le cas d'obésité sont opérées en cystoscopie. Enfin, tu vois, c'est Oui, oui, juste oui, non, non, mais bien on leur sûr, c'est explique pas de la juste que, grossophobie. voilà, on leur explique juste que ben, le protocole, ben, des fois, on va faire une petite pause dans la chirurgie, donc ça peut être des chirurgies un peu plus longues, etc. On leur dit, Mm, parce que c'est comme ça. Et puis, enfin, voilà, c'est. mm, Mais là, en gros, elle dit à ma mère, ben, j'ai opéré parce qu'il y avait ça de gras. Donc, tu vois, elle montre mm, ça, avec, mm. je te montre après 5 centimètres. Et parce que j'avais pas le choix, parce qu'elle dit, j'ai dû passer 10 litres d'eau, et puis parce que voilà, c'est comme ça. Et bon, moi, je l'ai pas très bien vécu. Et puis en plus, je te dis, j'ai eu un problème avec son interne avant. En fait, j'ai eu un examen gynécologique que j'avais refusé. Donc, je lui dis, ben, il y a eu ça aussi qui ne me convient pas dans ma prise en charge. Et elle dit devant mes parents, de toute façon, oui, il a fait ça parce que ça se passe comme ça dans son pays. Alors, Oh. ah, je ne suis pas raciste, mais en gros, je t'explique, cet interne était black, était noir. Donc moi, jusque-là, aucun problème. En fait, moi, je n'ai jamais refusé un examen gynécologique, jamais. Jamais, parce que je pars du principe qu'avec l'endométriose, il faut qu'ils soient formés, etc. Mais là, dis-toi ils ont été obligés de découper mon jean. Donc je savais qu'il allait juste m'écarter les jambes, que j'allais souffrir. Je savais qu'il allait me toucher, que j'en avais pas envie. J'avais Oui, tellement parce mal. qu'à ce moment-là, tu es en souffrance de ta Voilà. poche, enfin pardon, de ton abcès qui a éclaté. Il faut se rappeler quand Voilà. même de quel Voilà. contexte c'est. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai refusé le. En fait, ça aurait été n'importe quelle personne. Déjà, les gens qui essaient juste de me toucher pour m'aider, je hurlais, je ne voulais pas déjà. Donc, et personne m'a touché le ventre. Tu vois, le médecin, il n'a même pas touché mon ventre. Je suis passée au scanner. Et ça, cet examen, c'était après le scanner. Donc, je savais déjà que j'allais être opérée. Donc, le mec arrive avec ses gants en disant, je vais vous ausculter. Je dis, ben, non, en fait, il n'y a pas de nécessité puisque je vais être opérée. Alors, je lui dis non, on sait ce que j'ai, c'est pas la peine. Et en fait, il fait quand même cet examen. Oh la vache. Donc, je te laisse imaginer la souffrance. Donc, je ne le digère pas trop, tu vois, mais j'aurais dit la même chose Oui, une femme et n'importe quelle origine. Non, mais bien sûr, ça. Oh. n'importe quelle personne, j'aurais dit à la chirurgienne, j'ai été auscultée contre mon gré. Et du coup, je lui ai dit ça, elle me dit oui, mais c'est parce que dans son pays, ça se passe comme ça. Non, mais oh, mon Dieu. Et moi, Violence gynécologique, viol digital, tout va bien. c'est ça. Et en plus, ma mère était là, genre, enfin, ma mère, on en a reparlé après, elle me dit, mais peu importe son origine, en fait, Mais bien sûr. enfin, Oh là là, mon Dieu. on s'en fout, quoi. Et en fait, elle a avancé ça parce qu'elle ne savait pas trop quoi dire. Donc, en fait, là, moi, je lui ai dit, je vais être transférée. Je vais être transférée. Mes chirurgiens ont essayé de vous joindre, vous ne répondez pas. De toute façon, je ne veux pas rester ici parce que apparemment, je suis en rupture avec l'équipe puisque moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Elle me dit oui, vous êtes odieuse et puis de toute façon, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous ne respectez pas les protocoles. Ben, je dis mais c'est pas adapté à mon cas. Donc, enfin, moi, j'ai été opérée 14 fois. Là. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour moi finalement parce que je l'ai vécu plein de fois. Hmm. Bref, et du coup, je lui ai demandé à être transférée. Elle n'a pas voulu. Elle a bloqué le transfert pendant 48 heures. Au final, j'ai été transférée au bout de 48 heures. Et j'ai été transférée parce que c'est mon chirurgien à Bordeaux qui m'a dit, là maintenant, ça suffit.
parce qu'en fait, elle ne voulait pas faire de bon de transport parce que dans l'hôpital public, les médecins ne veulent pas faire de transfert vers des centres privés. Ah oui. Il faut savoir qu'à Bordeaux, le centre qui s'occupe de l'endométriose, même s'il est agréé par l'ARS, même s'il a une autorisation, même s'il est reconnu comme étant bon, étant le centre, et ben, Oui, ça reste puisque c'était privé. transféré vers le privé, elle Ouais. n'a jamais voulu faire le bon de transport. Non, mais ça veut dire quoi? Tu aurais dû rester là sur ton lit à attendre que ça se passe? Oui, et en fait, au terme de la conciliation, j'ai jamais pu la revoir parce qu'elle a dit de toute façon, elle est sortie contre mon avis médical. Je ne suis pas sortie me balader dans la nature, hein. Je suis partie 2 semaines en soins intensifs, hein. Tu vois, je ne me suis pas doré la pilule sur la plage, hein. Je suis sortie contre son avis médical. Ouais. Et du coup, à Bordeaux, donc tu disais, donc ça c'était pour qu'on comprenne la fin. Et donc à Bordeaux, quand tu arrives, l'équipe voit donc l'équipe qui te connaît, pour qu'on comprenne bien, qui t'a opéré donc de ta célioscopie, donc celle qui a ensuite fait l'abcès. Ouais. Mais c'est eux aussi qui t'avaient opéré avant, donc ils connaissent bien ton dossier. Non, lui, c'était la première fois qu'il m'opérait, parce que avant, j'habitais dans le sud, donc j'avais été D'accord. opérée dans le sud. Mais il me connaissait déjà, parce il m'a suivi pendant un an, en fait, avant de Voilà. Donc, d'accord. Oui, non, mais il connaît bien ton dossier, il connaît ton de bien histoire d'habitude. chirurgicale. Donc quand tu arrives et qu'ils voient l'état de ton ventre, ils sont choqués, quoi. Bah, il savait un peu, hein, parce que moi, je leur avais dit, je lui ai dit, quand il m'a appelé sur mon téléphone, hein, quand j'étais à l'hôpital, et il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai dit, bah, il s'est passé ça. Elle m'a ouvert de haut en bas. Donc, il s'y était un peu préparé déjà. Mais quand ils m'ont vu arriver, j'étais dans un état, en plus, j'avais une pleurésie. Donc, c'est un épanchement, en fait, dû à l'infection Donc avec un drain? non, non, c'est un épanchement en fait, qui se fait au niveau pulmonaire dû à l'infection. Ah d'accord. Tu vois, je me plaignais que j'avais du mal à respirer, tout ça. Donc, en fait, quand je suis arrivée à la clinique, ils n'ont pas cherché, ils m'ont tout de suite remis au scanner et ils m'ont dit, il y a une pleurésie, donc voilà, ça va pas. J'avais mes perfusions qui s'infectaient, donc c'est là où ils ont essayé de me poser la voie centrale parce que j'avais quand même une triple antibiothérapie, tu vois, j'avais des antibiotiques très, très, très forts D'accord. pour faire baisser mon infection. Et en fait, ça me brûlait les veines, hein, tu vois, c'était très compliqué. Donc, je suis restée là-bas 2 semaines. D'accord. Et ouais, alors quand je pense qu'on parle de résilience et que tu nous parles que d'une de tes histoires, j'imagine même pas, même si heureusement tout le reste n'est pas aussi mal passé, mais Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup pour un corps, quoi, dans une vie. Du coup, comment ça se passe à Bordeaux après pour justement, j'allais pas dire ta rééducation, ta convalescence en fait, comment ça se passe? mais en fait, je te dis, c'était très compliqué parce que j'étais toute seule dû à ce Covid. Ah oui, Euh, toujours. toujours, t'as pas de visite. Bon, de toute façon, j'avais pas. J'ai eu un peu de la visite sur la fin parce que mes grands-parents qui habitaient à Bordeaux ont eu le droit de venir me voir 2 fois, je crois. Mais j'avais pas beaucoup d'énergie, mais j'étais très fatiguée et puis très triste en fait. Hmm. Vraiment, au début de mon séjour là-bas, dès que quelqu'un rentrait avec une blouse, bah, déjà je pleurais. Par principe, je crois. J'étais traumatisée. Je voulais pas qu'on me touche, j'en avais, mais ras le bol, je te Mais jure. du coup, malgré ça, ça s'est bien passé avec l'équipe là-bas, Ah justement, oui, parce oui, que oui. tu Ouais, connaissais. ils ont été adorables, mais je leur dis, mais c'est pas contre vous, mais j'ai tellement mal parce que faut savoir que j'étais encore branchée, j'avais encore mon drain, j'avais un espèce d'un drain aspiratif qui m'ont vite retiré, tu vois, mais ça fait hyper mal, tu vois, le tube, il est hyper dur, il est Bah gros, oui, ouais. comme ça, bref. Et en fait, quand ils m'ont posé la voie centrale, ils m'ont retiré le drap en même temps. Donc, tu vois, c'était pour finir les souffrances parce que la voie centrale, ils m'ont posé sans sédation. Parce que quand j'avais la pleurésie, ben, ils ne pouvaient pas la poser. Enfin, ils m'ont sédaté, mais légèrement. Et pour te dire, j'ai tellement bougé que le champ est parti dans mes cheveux qu'ils ont été obligés de me couper une partie de mes cheveux. Parce que le champ stérile est parti dans mes cheveux tellement j'ai bougé parce que j'étais sédatée, mais tu vois, j'entendais tout. Et je me souviens très, très bien de la douleur du passage. Et je me souviens quand ils m'ont retiré le drain. Donc j'étais un peu défoncée, mais pas Pas endormie. suffisamment, ouais, 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 c'est ça. Voilà. Et donc je leur disais, je n'en peux plus en fait. Je sature complet. Et dès que quelqu'un rentrait, je pleurais. Et je crois que c'est la première fois, j'ai des proches qui ont échangé entre eux. Tu vois, il y avait un groupe. Et certains ont échangé entre eux en se disant, ben, je suis inquiet quoi. Enfin, je suis inquiète, je suis inquiète, Chloé, ça va pas. Enfin, je répondais, mais pas. Parce que moi-même, je sentais que j'avais plus envie de combattre, quoi. Je me suis dit, pff, j'en ai ras-le-bol, quoi. 14 fois, ça se finit comme ça, c'est injuste. J'ai vraiment l'impression qu'on me punissait, je te jure, de quelque chose, quoi. Hmm. En fait, quelques jours après, j'ai commencé à aller mieux et à me dire, ah putain, j'en suis pas arrivée là.
pour finir comme ça, enfin pour m'abattre, quoi, pour me laisser abattre. Et je me suis dit, bon, je vais me relever, quoi, c'est sûr. Donc, les jours ont passé, j'ai commencé à aller mieux, enfin, aller mieux, avoir moins de douleur, tu vois, juste à pouvoir me tourner un peu dans le lit, à pouvoir marcher un peu, parce que j'arrivais quand même à prendre ma douche. Parce que je suis comme ça aussi, il faut savoir, c'est quand je me fais opérer, quoi qu'il arrive, même tu vois, le lendemain de ma laparotomie, j'étais sous la douche. Ça me demande une énergie folle. Hmm. C'est horrible pour moi, mais j'ai besoin de ça en fait pour me dire il faut que Tu te j'avance. prends en main. Ouais. Voilà. Et donc j'ai commencé tu vois, je m'habillais, je me maquillais tous les jours quand même. Mais tu vois, dès qu'on devait toucher cette cicatrice, c'était très compliqué. Et puis en fait, j'ai une amie qui fait de la photographie thérapeutique, Hmm. qui s'appelle Céline. Et début 2020, juste avant le Covid, on avait fait une exposition, on avait pris des femmes atteintes d'endométriose en photo. Et en fait, je me suis dit, bon, il faut que je l'appelle parce que il faut que j'appelle quelqu'un déjà, il faut que je parle à quelqu'un. Et puis du coup, je l'appelle et je dis, écoute, Céline, tu sais, mais voilà, il m'est arrivé ça et moi, j'aimerais bien que tu m'aides quoi, avec ta photo parce que là, je me trouve horrible. Je ne sais pas comment je vais faire pour surmonter ça en fait. Déjà que physiquement, j'ai toujours eu un problème avec mon image. Je me suis Hmm. jamais plu. Physiquement, il faut le savoir. J'ai toujours eu des kilos en trop. Et tu vois, oui, j'ai toujours été la petite grosse du groupe. Enfin, voilà, tu vois, j'ai jamais été valorisée par ça. Ça a toujours été un très, très gros complexe pour moi. Les cicatrices arrivant, c'était de plus en plus compliqué pour moi à gérer. Et là, ça a été genre le coup fatal, quoi. Paf! Hmm. Et elle m'a dit, écoute, dès que tu rentres, je te prends en photo. Dès que tu rentres. Alors, on a attendu un peu parce que quand je suis rentrée, on a commencé à me retirer les agrafes. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais une désunion de la cicatrice. Donc, il a fallu des soins un petit peu plus prolongés. Et en fait, la cicatrice, elle n'était jamais à l'air finalement. Et elle m'a pris en photo mi-février, donc plus d'un mois après. Et je crois que c'est la première fois, elle a fait des photos magnifiques, mais magnifiques. Je suis en sous-vêtements et tout. Et quand j'ai vu les photos, bon, j'ai pleuré. De toute façon, c'est une période où je faisais que pleurer. Je fais ça, je pleure encore. Et là, je me suis dit, bon, euh, ok, ça, je vais pouvoir surmonter, ça va le faire. Après, tu vois, il y a eu deux choses. C'est quand certains proches ont vu mes photos, m'ont dit, non, mais c'est pas grave, de toute façon, tu vas la faire refaire. Parce qu'en fait, je voyais que ça Ah, les choquait aussi. merci de parler de ce sujet. Je voyais que ça les choquait, en fait. Hmm. Attends, je m'arrête parce que je me mouche. Euh, Donc, je dis en fait, quand j'ai montré mes photos à mes proches, certains me disent, de toute façon, tu vas la faire refaire, tu vas pas rester comme ça. Hmm. Et donc là, c'est pas c'est pas mon noyau dur, hein, mais Hmm. certains étaient très choqués de me voir comme ça aussi. Ouais. Je comprends. Et j'ai rapidement décidé de ne pas la faire refaire parce que, en fait, c'est pas forcément par acceptation, mais c'est par manque de courage, tu vois. Je me suis Oui, dit, non, mais bien sûr, attends, c'est pas anodin, quoi. C'est mm, pas anodin. Et puis là, on n'en a pas trop parlé, mais comme tu as une endométriose, j'imagine que tu es hyper sujette aux adhérences. Donc, ils sont gentils, mais chaque chirurgie, ça donne des adhérences. en fait, tu vois, c'est la première chose que j'ai pensé suite à quand j'ai vu ce pansement, je me suis dit, pour mon suivi d'endométriose, pour la suite, ça va être très, très compliqué. Très, très, très compliqué parce que là, ils viennent de me condamner en gros avec une grosse cicatrice. Je vais avoir des adhérences partout. Moi, j'ai déjà eu de l'endométriose pariétale. Tu sais, c'est l'endométriose qui se met sous la peau. Sur ma cicatrice de césarienne, j'avais un gros nodule. Donc là, je me suis dit, tu peux être sûr que ça va se refaire, ça va se reproduire. Donc, il y avait toute cette partie-là. Donc, ça vraiment, c'était compliqué. Et les proches, certains qui me disaient non, mais t'es trop belle, de toute façon, ça fait partie de toi. Et plus tard, donc tu vois, pour ça, entre-temps, bah, je me suis séparée du papa de mes enfants, mais qui restera, sera toujours le papa de mes enfants et on s'entend très très bien, on s'aime très fort. Enfin, Hmm. voilà, c'est quelqu'un que j'adore, mais je pense que la maladie et tout ça, on a pris des chemins différents. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un par la suite. Cette personne m'a dit, parce que quand même, tu préviens, quand tu as une cicatrice comme ça, tu préviens. Et il m'a dit, mais en fait, pour moi, ces cicatrices, c'est signe de tous les combats que tu as remportés. Ouais, absolument. Absolument.
Et c'est vrai que c'était pas la première personne à me le dire, mais c'est la première personne que j'ai écoutée. Écoutez. Ouais. Et puis Ça- j'imagine qu'il te l'a dit dans un moment d'intimité probablement aussi, donc l'intensité n'est pas la même. C'est ça. Et c'est la première fois que ça a rentré vraiment. Je me suis dit là, ok, c'est, il a raison, c'est vrai. Et on me l'avait déjà dit avant, mais j'étais pas en capacité d'accepter. Et en fait, bon, la cicatrice, elle a été refaite. Donc ça s'est passé en janvier. Ma cicatrice a été refaite en octobre. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme elle m'a mal refermé la ligne blanche, la ponévrose, j'ai fait une éventration 2 mois après. Ah ouais, c'est pas vrai. C'est vrai, tu en avais parlé pendant le live qu'on avait fait ensemble. Malgré ma ceinture et tout ça, tu vois, j'ai fait hyper attention à ne pas porter de poids. Et ça, excuse-moi, juste pour qu'on comprenne, parce que toi, tu es devenue vraiment une experte, mais Mm. pour nous, pour qu'on comprenne. Tu sais, la ligne blanche, c'est ce que tu Oui, as oui, entre. non, non, oui, alors ça, tu vas expliquer, mais juste pour qu'on comprenne, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être vu à Bordeaux. C'est-à-dire qu'une fois que c'est refermé, c'est pas quelque chose qui est visible, c'est pas quelque chose qui est détectable, le fait que c'est mal refermé. Ils ne pouvaient pas le voir, eux. Ben, en fait, il faut vraiment bien resserrer les abdos. Non, tu peux rien faire. Et puis, Ah, c'est une sensibilité, c'est une capacité de cicatrisation aussi. Enfin, il y a plein de ouais, facteurs, tu vois. ouais. Je pense qu'elle n'a pas dû resserrer assez. Et comment ça s'est passé? Comment tu as vu que tu faisais une éventration de la ligne blanche? Oh mon Dieu. En fait, ça a démarré tout simplement. J'ai eu un rendez-vous post-opératoire en mars ou avril, donc longtemps après, et enfin 2 mois après, et il m'a dit, bon, bah, vous gardez encore la ceinture. Donc j'avais une ceinture tu sais, de contention que je mettais tous les jours, etc. Et en fait, un jour, j'avais encore ma ceinture, mais je pouvais porter du poids, tu vois, j'avais l'autorisation. Et en fait, je porte un carton un petit peu lourd, mais pas si lourd que ça finalement, que je rentre dans un placard, et je sens une douleur dans le ventre. Et là, et en fait, je vois une boule. Et là, je me dis, merde, ça pue ça. Voilà, je me suis dit, zut. Et en fait, au fur et à mesure du temps, l'éventration s'est aggravée. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment avec un ventre de femme enceinte. J'ai vraiment les abdos qui se sont écartés et les intestins qui ont basculé. Tu sais, enfin, voilà, une vraie Tout ça ventration. sous la peau, du coup. Sous la peau, ouais. Donc, donc c'est pas trop détectable, tu vois. Ça fait un gros ventre, quoi, pas beau. Et donc, j'ai fait un scanner. Donc on savait que j'avais des ventrations. J'ai fait un scanner dans la foulée, peut-être un mois après. Bon, on le savait, hein, pour regarder l'étendue. Et puis, en fait, il fallait que je me fasse réopérer. Et je t'avoue que, bon, je sortais d'un bloc. C'était en juin. Je me suis dit, là, faire ça maintenant, ça va être l'été. Je vais devoir reporter une ceinture pendant 3 mois. Ah, parce que quand c'est comme ça, c'est pas d'une urgence immédiate. Ça peut, en fait, en fait, ça peut être une urgence si tu fais un étranglement. C'est-à-dire que si ton intestin sort et qu'il se tord. Ah oui, oui, d'accord. Là, en fait, c'était juste sorti dans une. Il Mais en prenait de fait, la place, quoi. d'un côté, ils m'ont dit, en fait, l'éventration est tellement importante que l'étranglement n'arrivera pas. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc, voilà, tu vois, par contre, c'est pour mon confort. Je peux pas faire de sport, fallait que je garde ma ceinture quand même la plupart du temps. Quand je faisais des choses importantes, c'était pas du tout agréable à vivre, hein. Et J'imagine. en fait, en septembre, la date a été posée pour début octobre parce que j'avais des petits trucs de prévu. Donc, début octobre, j'ai été réopérée. Et là, c'est une chirurgie, on m'a dit, ça fait hyper mal. Franchement, j'y croyais pas trop. Je me dis, je sors de l'enfer, autant te Ouais, c'est dire. ça. Ouais. Voilà. Et le chirurgien me dit, bah, de toute façon, je vais vous poser une prothèse et c'est un tulle. C'est comme un tulle de mariée, mais incassable. Et il voit ma cicatrice, parce que en plus, ma cicatrice, elle a kéloïdé. Je ne pouvais plus mettre de pantalon. C'était ça le plus dur, tu vois. J'avais presque accepté l'esthétique, mais en fait, j'avais mal tout le temps. Cette cicatrice, elle me faisait mal tout le temps. Elle avait tellement mal été faite que j'avais mal en permanence. Donc, les physiques, enfin, tu vois, j'essayais d'accepter, mais c'était difficile parce que malgré la kiné que je faisais, tout ce que je mettais en place, j'avais mal tous les jours. Je vais Et il pas m'a dit, prêcher pour ma paroisse, mais bon, t'aurais pu porter nos culottes. Qui alors, n'existait pas à l'époque. voilà, mais ça n'existait pas à l'époque. Et il faut savoir, j'ai été en pantalon de grossesse tout le temps, en fait. Ouais. Mais même le tissu, enfin, tu vois, c'était compliqué. Mm. Et donc, il me l'a refait. Il a essayé de me rattraper le coup, donc je le remercie parce que Ah oui, j'avais. au moment où il t'a posé la plaque, il a en profité pour essayer de refaire ta cicatrice pour que tu aies moins de douleurs Ouais. cutanées. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, j'avais consulté un chirurgien esthétique, enfin un réparateur esthétique, tu vois. Et en fait, il m'a dit, mais là, je suis pas sûre que dans le cadre de ce qui vous est arrivé, ce soit pris en charge par la Sécu. Oh, t'imagines? Je suis tombée, mais du 7e étage, et il m'annonce le prix, je crois que c'était 3 000 ou 3 500 euros. Mm. Je me suis dit, bah non, là, clairement, je peux pas. Donc, puis je trouvais ça injuste de devoir payer pour ça.
Et bon, j'en ai reparlé avec un médecin conseil de la sécurité sociale que j'ai rencontré entre-temps. Et quand elle a vu mon ventre aujourd'hui, elle m'a dit non, je pense qu'on vous l'aurait accordé, mais ça aurait été très compliqué, sous conditions, etc. Donc, C'est autant vrai que qu'à ce moment-là, toi, tu as que ça à faire de faire de la paperasse, quoi. voilà, j'ai que ça à faire. Donc, il me propose de la refaire parce qu'il me dit normalement, le filet, ça se pose en cystoscopie, mais et peut-être que là, je vais devoir réouvrir la paro. Et il m'a dit, en fait, quand je suis arrivée en célio, je ne pouvais pas opérer en célio parce que tout était collé, tout était plein d'adhérence et je ne passais pas les instruments. Il ne passait même pas les instruments, pour te dire. Oh la vache. Donc, il a été obligé de réouvrir, donc tant qu'à faire, et il m'a refait ma cicatrice très, très proprement. D'accord. Donc la même, la même cicatrice. D'accord. Ouais. Il a essayé de réouvrir, de la refaire droite parce qu'elle était vraiment en virgule. Et il a essayé de. Mais bon, c'est encore un peu en virgule, mais il m'a dit, j'ai pas pu rattraper plus, hein. Il peut pas faire de miracle. Hmm. Il a essayé de faire au mieux, quoi. Et du coup, donc c'était après. Vas-y. Ouais. Et donc, du coup, tu as eu une convalescence très douloureuse. Je sais qu'on avait fait un live justement pour parler du rapport déjà des cicatrices. C'était aussi du rapport sexualité-cicatrice, puisque tu es sexologue, on a oublié de le dire au début. Et on avait parlé de tout ça, mais je me rappelle que tu avais dit que c'était une convalescence qui était extrêmement douloureuse. Mais en fait, je pensais pas. Tu vois, on n'arrêtait pas de me le dire. Ça va faire mal, ça va faire mal. Il y a une hospitalisation à domicile, crois-moi, elle n'est pas accessoire, hein. C'est pas pour rien. Et plus ta prothèse est grande, et plus tu as mal. Parce qu'en fait, on te l'aggrave directement à la paroi abdominale. Oh là là. Et en fait, moi, j'ai une prothèse qui fait 20 par 30. En fait, ça fait une feuille à 4. On m'a mis sur le ventre, tu vois. Et je m'étais dit, quand même, ça va pas si mal. Et puis, je te dis, je revenais de l'enfer. Donc, pour moi, le reste, c'était tout acceptable. Et là, j'ai eu mal pendant 2 mois. Les 3 premières semaines, c'était très, très dur. J'avais mal. Je suis restée allongée quasiment tout le temps. Et puis, alors, c'est pas de moi, mais en plus, il m'avait recommandé un alitement quasi total de 3 semaines. Je me suis dit, quand même, il exagère, tu vois. Ça, c'est mon côté optimiste. Non, non, je vais faire des trucs. Et ça a été très, très, très compliqué. Et J'ai comment beaucoup. tu as fait pour ta vie pro, pour tes enfants à ce moment-là? Alors, en fait, bah, du coup, je travaillais pas déjà. C'était très vite vu. Après, j'ai repris un peu en visio, mais pas beaucoup. Et pour mes enfants, en fait, je me suis fait opérer une semaine avant les vacances. D'accord. Donc, mes parents s'en sont occupés pendant les vacances. Et après, c'est leur papa qui les prend pendant les vacances. Donc, il est venu les chercher. Et puis, je les avais Non, pas, en parce que fait. c'est un vrai sujet. Tu as ton sujet de douleur, tu as ton sujet de convalescence, l'immense résilience dont tu fais preuve, mais après, il y a le quotidien aussi à gérer. C'est vrai que parfois, on ne Euh, parle pas. J'ai de la chance parce que tu vois, même quand ça m'est arrivé, cette complication, c'est ma maman et son conjoint et le papa de mes enfants qui ont tout géré. C'est-à-dire que moi, dis-toi, ma valise, elle était même pas défaite. Quand je suis Mm. revenue chez moi et que j'ai fait cette complication, j'avais même pas défait ma valise. Mm. Donc, je suis restée chez moi à peine 24 heures, je suis repartie. Et ma maman m'a tout de suite dit quand elle m'a vue, ne t'inquiète pas pour les enfants, on s'en occupe. Et heureusement parce que j'ai pas pu leur parler pendant 4 jours, enfin 4 ou 5 jours, j'arrivais même pas à leur parler en fait. Tellement tu avais mal. Ouais, et puis j'arrivais à parler, mais tu vas dire à mes enfants, ben, maman, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'arrivais même pas trop à savoir moi-même ce qui s'était passé. Mm. Mm. Et j'avais tellement mal, et puis aussi, tu vois, comme j'ai la pérésie, j'avais des lunettes à oxygène, tu sais, en permanence, j'avais une sale mine, tu vois, et Ça, j'avais c'était la première fois ou la fois de la plaque aussi en Non, dessous? non, non, ça c'était la première fois. Ah oui, voilà, Vraiment, oui. Oui. tu vois, parce que là, j'étais absente pendant presque plus d'un mois. Pendant plus d'un mois. Ah oui, oui, oui. Et je les ai pas beaucoup vus, mais sur cette fois-là, heureusement, mes parents ont géré, et puis le papa aussi. Puis la deuxième fois pour la plaque, c'est ma maman qui les a pris la semaine. Ils sont venus me voir, là, c'était différent. Je leur avais bien expliqué ce qui allait se passer. Et tu vois, mon fils et ma fille, ils me regardent. Mon fils, tu vois, il est plus petit, il avait 4 ans, du coup, à l'époque. Enfin, 4 ans et demi, et il me regarde très impressionné, mais tu vois, je sais pas ce qu'il se dit dans sa tête, mais dans ses yeux, c'est plein de compassion, plein d'admiration, tu vois, les enfants ne trichent pas. Et quand ils me voient, ils me caressent le visage, ils me caressent le visage. Ah, Je t'aime, maman. Allez, maman, lève-toi. Puis tu vois, des fois, comme j'ai eu mal longtemps, des fois, j'avais du mal à m'accroupir. Et tu vois, ce petit bras, il essayait de me relever, puis il faisait... ah, petit chat. J'ai essayé, c'était trop mignon, ma fille aussi, donc il m'aidait pour plein de choses. Non, ils ont été top, et puis ma famille était top aussi. Donc,
j'étais bien, à chaque fois, je suis bien entourée. C'est ma chance, tu vois, dans tout ça. C'est ma chance. Ouais. Non, mais c'est important, excuse-moi, je suis un petit peu émue. Heu, Mais, c'est, c'est important aussi de parler du quotidien parce que toi, à ce moment-là, ton impératif, c'est de survivre et de prendre soin de toi. Mais, voilà, tu as 2 enfants qui sont jeunes, tu as voilà, tu as je sais même pas, quand tu as dû faire comment tu as fait pour même prévenir tes clients, de leur dire: «Bah, les séances, je peux pas les faire, je suis opérée en urgence». en C'est bête, fait, hein, mais c'est des choses qu'il faut gérer aussi. ça a été très vite vu parce que, en fait, cette opération du mois de janvier, déjà, devait se dérouler en décembre. Donc comme ça, mais comme j'avais cette maladie de coagulation qui a été détectée à ce moment-là, mon bloc a été reporté et en plus, j'ai été malade, j'ai eu une angine, donc ils ne pouvaient pas m'intuber. Donc comme ça, problème réglé. Donc déjà, j'ai perdu un mois parce qu'à la base, j'avais pris ce mois-là de repos. Donc j'ai décalé, en fait, en disant: «Je reprendrai qu'en février» et en fait, j'ai passé un message sur les réseaux sociaux, et puis ça s'est fait comme ça. D'accord, ouais, OK. Personne n'est venu me dire: «Oui, oui, j'ai ma séance», ça s'est très vite su, Oui, parce qu'en fait, j'ai juste oublié au début du podcast de te demander de te présenter. Tout va bien. ah zut, ouais, c'est pas grave. Et non, excuse-moi, d'habitude, je demande toujours: «Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites?» Et puis, tu vois, j'ai oublié. Mais oui, que tu es sexologue, que tu as ton compte Chloé, lié à enfin, à ta profession de sexologue et tu as aussi le compte, Femme Endo & Co, donc qui est dédié à l'endométriose et que oui, j'imagine que tes clients sont aussi, te suivent aussi sur ton voilà, sur Pour ton l'association, ouais. Et toi, ça a été pareil. Du coup, ça s'est fait tranquillement. Personne n'est venu me voir en me disant ma séance mmh, est plus j'ai la capacité de rembourser. Donc, ça s'est fait en fait très facilement. C'était fait automatiquement. Mais c'était plus la gestion du quotidien. Tu vois, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis retournée à l'école. Je suis retournée à l'école, en fait. J'ai quitté les maîtresses aux vacances de Noël. Et la fois suivante où je suis retournée chercher les enfants à l'école, c'était après les vacances de février. ah oui. Mmh. Imagine, ça faisait 3 mois qu'elle m'avait pas vue. Mmh. Et en fait, moi, pendant ces 3 mois, j'ai l'impression que ma vie, elle s'est arrêtée. Enfin, il y a eu les vacances de Noël, donc j'ai vécu avec mes enfants, normal. Mon opération, ma complication qui m'emmène jusqu'aux vacances de février. Aux vacances de février, j'étais pas rétablie. Donc mes enfants et mon mari sont partis avec leur papa, mais ils sont partis sans moi. On est partis, même si on était en cours de séparation, comme on s'entendait très bien, on avait prévu de partir au ski normalement. Donc on devait y aller. Donc j'ai pas pu aller avec eux. Et donc je suis retournée à l'école début mars. Ah oui. Et puis pour être Ouais, opérée en octobre, mais bon là, tu as eu une convalescence, donc pour la plaque, mais là, c'était une voilà. convalescence plus courte. Plus courte, ouais. Mais c'est quand la maîtresse m'a dit ça me fait trop plaisir de vous voir, ça fait tellement longtemps que Ouais. j'ai réalisé en fait que moi, j'ai pas vu passer cette période parce que j'étais en mode survie et je me rends compte que je ne m'occupais plus. C'est là que j'ai réalisé que les devoirs, je ne savais pas où en étaient mes enfants au niveau scolaire. Je ne savais pas, tu vois, enfin, j'avais une pile de courriers que je n'ouvrais plus. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout. Tu vois, je crois que c'est la première fois de ma vie, je me suis pris des rappels de paiement, des trucs à Mmh. 2 balles pour la cantine, enfin, des trucs comme ça parce que j'étais pas du tout focalisée. Je me suis laissée aller en fait pendant un petit moment. Mmh. Mais parce que c'était pour aller mieux en fait pour moi et je me suis concentrée sur moi. Et puis après, voilà, la vie a pris son cours. Et tu vois, cette année, pour parler de résidence, c'est la première fois depuis des années que je me suis acheté un maillot de bain de pièces. Yeeha! Là, même si je dois pas mettre ma cicatrice au soleil, j'ai acheté tout ce qu'il fallait et je me suis dit, en fait, cette année, parce que pendant longtemps, l'année dernière, je suis restée beaucoup en maillot de bain de pièces parce que je voulais préserver les autres de mon corps. Mmh mh. Parce que je vois bien que ça choque. Je vois bien que les enfants sont heurtés des fois, ou même plutôt les adultes même sont heurtés par cette cicatrice, ils trouvent ça moche, hein, clairement. Et ça peut-être, ils imaginent le pire pour moi. En fait, cette année, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous de ce que les autres pensent, tu vois. Ce qui est important, c'est ce Mmh. que moi j'ai envie de faire. Ouais, absolument, Voilà, absolument. donc j'apprends encore à aimer ma cicatrice, tu vois. Finalement, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais une photo de moi sans cicatrice et j'ai l'impression que c'était pas moi. Donc aujourd'hui, je sais que je serais pas enfin, je serais pas moi sans elle, en fait. Et justement, j'allais te demander pour le mot de la fin, ce que tu retires de toute cette expérience, enfin cette expérience, de tout ce vécu, et de tous ces chocs et de tous ces douleurs immenses. Qu'est-ce que tu en retires en fait? Qu'est-ce que tu retires de tout ça? Ça rend humble, beaucoup d'humilité. Je veux dire, je me suis dit, en fait, au début, je me suis dit: «Je vais la faire retirer cette cicatrice dans les premiers jours», tu vois?
Après, je me suis dit, bah non, en fait, je vais la garder parce que je me rappelle, tu vois, quand quelque chose, une connerie, tu vois, les gens, des fois, s'agacent pour rien. Mm. Bah, moi, tu vois, je regarde mes cicatrices, je me dis, bah moi, j'ai failli mourir. Et ça me rappelle un peu tous les jours ce que j'ai vécu, tu vois, donc je sais de quoi je pars et je Et sais ça où te j'en rappelle suis, aussi ta force. ma force aussi. Mm, mm. Je sais, voilà, tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Je sais que j'ai survécu, je sais que je me suis battue et que je me bats encore, mais ça rend humble en fait. Et surtout, ça ramène à l'essentiel. Je veux dire, dans la vie, finalement, rien n'est grave, quoi, puisque rien n'est définitif, tout peut changer. Et du coup, j'ai appris à vivre. Voilà, du coup, ça, quand je la regarde, je trouve que ça rend plus humble. Tu vois. Ça C'est rappelle les choses importantes. tout à ton honneur de le vivre comme ça, c'est clair. Bah Et ouais, ça peut être évident sur le coup, mais après, tu vois, j'ai été très accompagnée, donc je sais pas si ça peut aider, mais moi, j'ai fait de la kiné. mm, Tu sais, je fais de l'endermologie parce que même si j'accepte ma cicatrice aujourd'hui, ben, elle peut quand même être adhérente. Voilà, faut absolument. en prendre soin. Je fais attention aussi à ce que je mets dessus, à bien hydrater. Tu sais, comme moi, j'ai tendance à faire des kéloïdes, ben, je la masse pour pas qu'elle kéloïde, Bien sûr, justement. bien sûr. Voilà, je fais attention à pas la mettre au soleil. Donc, tu vois, maintenant que je suis en 2 pièces, j'ai soit la marque de la crème solaire, soit la marque, soit je ne m'embête pas, je mets un pansement. Donc, c'est moche, mais c'est pas grave. Tu vois, moi, je me dis, je m'assume un peu plus. Et ça, c'est important. Mm. Et en fait, avant cette cicatrice, je me limitais plein de choses. J'avais plein de pensées limitantes par rapport à mon corps, parce que je n'aimais pas mon corps, par rapport à ma capacité à faire des choses, à ce que j'étais, etc. Et je dirais peut-être que c'était presque une deuxième renaissance, parce que bon, l'année dernière, du coup, j'ai voulu reprendre l'équitation, mais je savais que j'allais être opérée avec cette plaque, donc je ne l'ai pas fait. Et cette année, je me suis inscrite pour septembre là. Donc je reprends l'équitation en septembre. J'ai repris le sport à fond. Euh, je fais du sport 7 fois par semaine, tu vois. Je me suis remise bien et là, je commence à vraiment être bien dans mon corps. Et en fait, cette cicatrice, ben, elle m'accompagne et tu vois, elle me fait Tu disais de temps. les croyances limitantes, c'est que tu fais des activités qu'avant tu te serais pas permise de faire. Ouais, avant, mais même à cause d'endométriose, où je me suis dit, ben, non, non, à cause d'endométriose, je ne peux pas faire ça. Ou à cause de mes cicatrices, je ne peux pas faire ça. Et en fait, je me dis, ben, en fait, maintenant qu'il m'est arrivé ça, je peux tout faire finalement. Mm, 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 mm. Donc, ah si, une chose que je peux pas faire, c'est des abdos, des crunchs, De toute ça façon, s'appelle? maintenant, on nous dit bien il faut pas les faire, donc c'est très bien que tu Faut puisses pas pas. les faire. Donc voilà, C'est mais hyper mauvais. voilà, tout ce qui va vraiment solliciter, tu vois, volontairement et pas bien comme il faut les abdos, faut que je fasse attention parce que la prothèse, elle est déjà assez, elle est fusionnée à mes abdos, mais ça reste encore fragile la première année, donc voilà, je fais encore attention quelques mois, quoi. Mm. Non, non, mais c'est vraiment, tu as vraiment un parcours qui force l'admiration et je pense que ça fera aussi du bien à des femmes qui vivent des parcours difficiles avec des complications, de voir qu'on peut s'en sortir, de voir, parce que tu es vraiment maintenant dans cette phase de l'après où justement, tu t'autorises des choses, tu te pardonnes des choses, enfin, et ça, je pense que ça va faire beaucoup de bien à plein de femmes. Est-ce que pour finir, tu aurais un ou deux conseils que tu voudrais donner à des femmes qui auraient des parcours un peu similaires? Alors, je dirais qu'il faut prendre le temps de digérer parce que tu vois, moi, j'ai voulu reprendre très très vite ma vie finalement en me disant, tu vois, j'ai eu un down très important. Après, je me suis vite remis en me disant, je vais combattre, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en fait, à l'été, je me suis réeffondrée en fait, physiquement, moralement, je pleurais beaucoup, j'étais pas bien en fait. Et tu vois, j'ai tout de suite voulu reprendre la diététicienne pour l'endo. Et c'est une amie à moi, elle m'a dit, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête à faire ça pour le moment. Il faut du temps pour te construire. Donc, je pense que quand tu as des gros changements, des grosses cicatrices, mais ça peut même être juste enfin, juste, je vais pas dire juste une césarienne parce que c'est déjà énorme. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah non, non, t'inquiète, Césarienne, ça me choque mais, pas. Je veux dire, par rapport à ton vécu, ça va. Je veux dire, tu le non, dis mais là. enfin, tu vois, la Voilà. césarienne, on pourrait presque. Des fois, on se dit, d'ailleurs, c'est à tort, on dit aux femmes que c'est plus acceptable d'avoir cette cicatrice-là parce qu'elles ont donné la vie. Mais pas du tout, en fait. Mm, Ces cicatrices-là sont déjà compliquées à accepter. Donc, pour moi, il faut déjà, prendre le temps, mm. ne pas se précipiter. Et en fait, on a le droit de pleurer, on a le droit de pas être bien. Et même si on nous dit, ben, vas-y, bats-toi, 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 ben, j'estime qu'il y a un temps pour tout. Et ça, je te dis ça un peu après parce que j'ai fait l'expérience
rechuté plusieurs fois. Donc, c'est pas grave, en fait, prendre le temps. Il y a plein de choses à faire aussi pour mieux vivre avec cette cicatrice. Donc, faire la kiné, les massages. Et je pense qu'en fait, il faut avoir un regard indulgent sur la personne qu'on est. C'est-à-dire, moi, j'en ai beaucoup voulu à mon corps de tout ce qui m'est arrivé. Mais en fait, aujourd'hui, je te parle parce que mon corps me porte encore. Donc, finalement, en l'acceptant, je me dis qu'on peut mieux vivre. Et, et effectivement, tu vois, ces cicatrices, c'est tous les combats que tu as remportés. Tu vois, aujourd'hui, j'en suis un peu fière parce que quand je regarde mon ventre, je me dis, bah ouais, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'en suis là. Malgré tout ce qui m'est arrivé, aujourd'hui, j'arrive à reprendre du sport. Malgré tout ce qui m'est arrivé, j'élève mes enfants. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je travaille, je suis indépendante, tu vois. Et tout ça, en fait, j'en suis hyper fière. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps. Vraiment, il faut prendre le temps. Tu vois, pour moi, l'amour de soi, surtout chez les femmes, c'est compliqué. Je pense que ça arrive plus dans la trentaine. J'ai l'impression que j'arrive plus dans cette tranche d'âge-là, moi, tu vois. J'ai 32. Et à 20 ans, je ne me supportais pas. Et pourtant, j'étais beaucoup plus mince que maintenant. Je me trouvais, il n'y avait jamais rien qui allait. Tu vois, jamais rien chez moi. J'ai toujours un truc à redire. J'ai toujours quelque chose à redire sur moi. C'était fou. Alors que quelqu'un qui me ressemblait, je la trouvais magnifique. Enfin, et en fait, maintenant, je me regarde. Alors, des fois, tu sais, c'est un peu ce coup hormonal. Des fois, tu te sens pas belle le matin. Alors, des fois, je me sens pas belle, mais je me dis, ouais, de toute façon, c'est pas grave, c'est un jour sans, on s'en fout maintenant. Maintenant, je m'en fous. Et quand je me regarde, je me dis, en fait, sois indulgente parce que tu as quand même été opérée 16 fois et tu as porté 2 grossesses. Donc, en fait, tu as le droit de pas avoir la peau hyper nette, tu as le droit de pas ressembler à un mannequin. De toute façon, j'ai jamais ressemblé, donc c'est pas grave. Mais tu as le droit aussi de se sentir bien comme ça. Et tu vois, aujourd'hui, je crois que je peux te le dire, je crois, mais que je me sens bien dans ma peau. C'est génial, Je me sens de mieux en mieux, tu vois. un magnifique mot de la fin et moi je te trouve magnifique et vraiment, non mais c'est vrai et puis tout ce que tu fais, on n'a pas le temps là d'en parler, ça sera j'espère une autre occasion, mais tout ce que tu fais aussi avec Famando Co et voilà et toute la prévention que tu fais par ailleurs, tu dégages aussi beaucoup de lumière et moi je te trouve magnifique comme ça et voilà, et je suis très honorée que tu aies bien voulu raconter tout ça ici. Je pense vraiment Moi, que ça va faire du bien à beaucoup de femmes. en fait, il faut jamais perdre espoir. Et je peux te dire, je suis passée par toutes les phases. Je sais, tu vois, quand elles m'écrivent qu'elles sont désespérées, je sais parce que je peux pas comprendre parce que c'est pas mon vécu, mais ça me renvoie à moi ce que j'ai vécu. Et du coup, j'arrive à me mettre un peu à leur place en me disant, ouais, elles en sont à cette phase-là, c'est très dur, quoi. C'est difficile dans cette société où tout le monde se regarde, où tout le monde se prend en photo en permanence. On ne s'est jamais autant pris en photo que maintenant, hein, où il y a Instagram, où tu balances tu as des photos de nénettes qui n'ont pas une cicatrice, rien. Ou même, c'est difficile quand tu te montres à tes proches et que tes proches te disent, il faudrait que tu la fasses refaire, non? Tu Eh serais ben mieux. ouais, mais ça, c'est clair. C'est mon Voilà. combat, ça, tu vois. En fait, moi, j'aurais juste envie de leur dire, mais regardez un peu en arrière, parce que souvent, on ne regarde pas en arrière tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais listé tout ce qui m'était arrivé de difficile et que j'avais surmonté. Ouais, génial, c'est un magnifique exercice. Et en fait, c'est ce que je conseille à tout le monde, mais difficile si physiquement, mais tu vois, par exemple, une naissance par césarienne, ça a beau être une naissance, c'est très beau, physiquement, c'est dur, hein, parce que tu Mm. as vécu, c'est dur. Physiquement, moi, j'estime que j'ai surmonté mon accouchement par voie haute, on appelle ça par voie haute, comme si, je sais pas trop Mm. pourquoi, j'aime pas trop ce terme, mais ok. Mon accouchement par césarienne, j'ai trouvé que c'était dur physiquement, je l'ai noté parce que je m'en suis remise. Mm. Bien. Non, mais tu as raison, c'est un exercice qui est fondamental. Et Ouais. de manière générale dans la vie, hein, c'est un Oui. exercice qui est Moi, fondamental. Mais ouais. d'autant plus quand on vit des épreuves pareilles. Non, et Voilà. c'est vraiment génial. Merci pour ton temps, merci pour ton témoignage, pour ta franchise, ta générosité. Et puis, eh bien, pour ceux qui voudraient échanger avec toi, on mettra un des deux comptes, tu me diras lequel dans la description. Ok, pas de problème. S'ils veulent venir échanger avec toi ou t'envoyer un petit mot. Moi, en sexothérapie, donc je sais que ça a un impact important sur le couple Oui, parce que la cicatrice, ça relève, voilà, je parle plus, c'est mon travail. Moi, j'accompagne des femmes qui sont, j'ai dit mutilées parce que tu vois, c'est un terme fort, mais c'est un peu le cas. On peut être mutilé et se sentir belle, hein. Mais quand tu arrives à des cicatrices importantes, même moins importantes, c'est quand même le corps est attaqué pas de manière physiologique, c'est pas une vergeture, tu vois, c'est quelque chose qu'on t'a infligé pour diverses raisons. Dans l'intimité, ça peut être très compliqué.
Donc, j'accompagne des femmes en leur donnant plein de petites astuces pour se sentir bien, pour avoir une intimité riche, se laisser toucher aussi, parce que les cicatrices, tu le sais, toi, quand on les touche, ben, des fois, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est épidermique parce que niveau physique, C'est malgré nous. c'est malgré nous, ouais, parce que c'est une sensation qui est pas, c'est une non-sensation pour moi, tu vois. C'est on te touche, mais ça fait des fourmis, mais tu sens pas vraiment. Enfin bref. Donc tout ça, j'accompagne les femmes aussi là-dedans dans le cadre de mon travail pour qu'elles puissent mieux vivre avec leurs cicatrices aussi dans l'intimité. Mm. Donc il y a Eh plein de ben, choses à faire. justement, n'hésitez pas à contacter Chloé. On mettra le compte dans la description. Et encore mille merci. Mais je t'en prie. Et puis ben, bon courage. Et surtout, ben, donne-nous des nouvelles de toutes ces activités. Mets des photos. Et en tout cas, non, merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et on vous dit à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Audrey, de m'avoir reçu. Merci à toi.